pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste. Je tourne ma veste, toujours les pauvretés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, tous les pauvretés. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons bienvenue dans votre émission 4 vérités. Et beaucoup plus, nous vous présentons nos vœux le meilleur. C'est une première émission de la semaine 4 vérités. 4 vérités. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport Mapping. On en a parlé, c'est des rapports qui a fait un grand écho au travers de médias. Mais aujourd'hui, dans cette émission 4 vérités, nous allons vous parler de ces rapports Mapping avec notre invité du jour qui n'est autre que Serge Kambasungeve. Il est ancien vice-gouverneur du Nord Kivu. Nord Kivu bis, c'était à l'époque du RCD-KML. Il est sur le plateau, mais en même temps, il est aussi porte-parole de la base de la République. Bienvenue à cette émission, monsieur Serge Kambasungeve. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler du rapport Mapping. C'est comme vous le savez, il y a Roger Lumbala qui est arrêté à Paris. Il y en a qui parlent qu'il est arrêté sur base de ces rapports, les soi-disant rapports. Mais ce n'est pas moi qui dois donner toutes ces explications. Nous avons notre invité. D'entrée de jeu, je voudrais savoir, monsieur Serge, vous étiez pendant cette époque, je crois que c'est l'époque de 2002-2004, où vous étiez vice-gouverneur, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà dit, du Nord Kivu bis. Pourquoi Nord Kivu bis? Nord Kivu bis, parce qu'à l'époque, c'était à l'époque de la rébellion, le Nord Kivu était divisé en deux parties. Il y a une partie qui était contrôlée par le RCD Goma, la partie communément appelée Petit Nord, et le Grand Nord qui était sous le contrôle du RCD KML de Mbusa Nyamwisi. J'étais vice-gouverneur chargé donc de l'économie et finances, et en même temps le chargé de la sécurité dans le cadre de la démobilisation et réinsertion de tous les combattants des forces pendant cette période-là. Très bien. Alors, les téléspectateurs vont vous suivre aujourd'hui parce que vous êtes quelqu'un qui habitait pendant un long moment ici à Kinshasa. Il y en a peut-être qui spéculent sur des histoires sans recherche. Mais avec vous, parlons tout de suite du rapport Mapping. Que savez-vous de ces rapports Mapping? Et en fait, nous sommes en train de suivre des débats, des déclarations, des organisations non gouvernementales, de certains politiciens, de gens parlaient du rapport Mapping. Et à un moment donné, nous nous posons la question de savoir si réellement ceux qui font des débats autour du rapport Mapping maîtrisent du moins les contours, l'économie du rapport Mapping, de ce qui est aujourd'hui appelé rapport Mapping, qui est justement un projet jusqu'à nos jours. Un projet jusqu'à aujourd'hui. Un projet. Le rapport Mapping, c'est un rapport de l'ONU.
Ce rapport a été entériné par le secrétaire général des Nations Unies le 8 mai 2007. Il fallait que des enquêtes soient menées en République démocratique du Congo après cette période de turbulence. Des enquêtes qui concernaient une période bien déterminée. 1993 et 2003. Juin 2003. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui avait entériné ce rapport qui était à l'initiative de ce rapport, comme nous l'avons souligné, pour soutenir les actions de son département chargé des droits de l'homme. Il fallait rechercher toutes les violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC. Et là, ça concernait tous les groupes rebelles, étrangers, ou il s'agissait seulement des groupes rebelles congolais? Pas seulement les groupes rebelles congolais. Le rapport concerne tous les acteurs qui se sont retrouvés sur le territoire congolais pendant ces périodes de conflits. Il y a eu des conflits qui ont eu une dimension régionale, voire internationale. Nous avons assisté dans notre pays à l'entrée, par exemple, vers les années 1996, des armées rwandaises, des armées ougandaises, des armées burundaises. Nous avons eu même, un moment donné, durant cette période, la présence des armées angolaises, des armées zimbabwéennes, namibiennes. Donc, c'est l'ensemble de tous les groupes, de tous les acteurs qui se sont retrouvés sur le territoire national de la RDC et des acteurs des conflits durant cette période. Le rapport avait des objectifs. Alors, les objectifs. Alors, là, nous parlons d'abord que les rapports ont été mis en place, comme vous l'avez dit. C'était pour rechercher les crimes commis par certaines troupes rebelles. Je crois que c'est un peu ça. Alors, pas seulement les troupes rebelles, tous les acteurs. Tous les acteurs. Même la partie gouvernementale. Parce qu'il y a même des personnes dans le rapport mapping, des personnes concernées qui sont même au sein de notre armée, des acteurs politiques de tous bords. Donc c'est une précision de taille. Le rapport ne concernait pas les exactions des rebelles, mais les exactions de tous les acteurs. Parce que parmi ces acteurs de conflit, il y a ce qui avait été appelé la partie gouvernementale, la composante gouvernementale. Donc, prenons par exemple à l'époque du RCD, avec la guerre du RCD, MLC, tout ça, vous verrez qu'au niveau de Sun City, on va se retrouver avec des composantes qui avaient la gestion de chaque entité, donc selon l'accord de Lusaka. Donc même les gouvernements auraient aussi commis des crimes pendant cette période. Exact. Les personnes doivent être identifiées. C'est pour cela que dans le projet mapping, l'esprit du projet mapping était qu'on puisse arriver à un rapport final. Parce que jusque-là, donc les Nations Unies n'ont lancé que le principe. Ce principe qui se trouve repris dans le rapport mapping. Et c'est bien même dit dans ce que les gens appellent aujourd'hui rapport mapping, ce projet-là, dans ses propres préambules, il énonce qu'il s'agit d'un projet et qu'il y aura un rapport final. Et que c'est ce rapport-là final qui devra déterminer les modalités pour la mise en œuvre ou pour des poursuites qui devront être engagées. Voilà.
là, les téléspectateurs suivent jusque-là qu'il ne s'agit pas d'un rapport mapping comme tel, mais il s'agit d'un projet de ces rapports-là. Alors, parlons maintenant des objectifs. Quels étaient les objectifs poursuivis dans ces projets de rapport mapping? Dans le projet de rapport mapping, pour les Nations Unies, il fallait d'abord dresser l'inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre 1993 et juin 2003, comme je l'ai dit. Il y avait aussi un second objectif, celui d'évaluer les moyens dont dispose actuellement le système national de justice pour donner la suite aux violations des droits de l'homme qui seraient découvertes. Donc il fallait vérifier ensemble avec le gouvernement congolais ce qui devra être fait pour donner suite aux violations qui seraient découvertes. Donc c'est parmi les objectifs poursuivis par le rapport. Donc tout doit se faire avec le gouvernement congolais. Et le troisième objectif, c'était celui d'élaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la RDC, ainsi que du soutien de la communauté internationale, une sortie de formules envisageables pour aider le gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes appropriés de justice transitionnelle. Voyez, vous allez voir par exemple après donc la situation par exemple en Yougoslavie. Il y avait une solution qui avait après les guerres, tout ça, un tribunal avait été établi. Vous avez vu par exemple au Rwanda aussi. Donc il y a des systèmes de justice transitionnelle, donc qui dépendent évidemment, qui se passent sous l'impulsion du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui veut se réconcilier avec, donc qui recherche la réconciliation. Et cette réconciliation qui doit se passer dans la vérité et dans la justice. Et c'est à ce titre qu'il fallait élaborer, donc avec le soutien de la communauté internationale, avec le soutien de la communauté internationale et pas des pays en tant que de manière individuelle, avec le soutien de la communauté internationale, parce que c'est un rapport de la communauté internationale qui cherche à aider notre pays à résoudre, à trouver des solutions, à rendre justice à sa population de manière globale, de manière générale. Alors, je vais un peu vous couper la parole. On est encore sur le troisième objectif que vous êtes en train d'expliquer. Là, vous avez parlé de la justice transitionnelle permettant à traiter des suites à des violations qui ont été commises. Alors, jusqu'à aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une justice transitionnelle qui a été mise en place? Je voudrais d'abord, pour répondre à votre question, ajouter le fait que la direction du projet, la direction de ce projet-là, fut confiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Parce qu'il y a même une dizaine de partenaires intéressés qui ont assuré le financement de ce projet-là. Donc c'est le Haut Commissariat. Et tout doit se faire avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et des partenaires qui ont financé le travail de ces rapports. Le travail de ces rapports. Votre préoccupation était celle de savoir si la justice, parce que vous avez évoqué le problème de la justice transitionnelle qui devra être mise en place. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un mécanisme comme ça qui a été mis en place? Il n'y a pas encore de mécanisme parce qu'il n'y a pas encore un projet final. Il n'y a pas encore un projet final. Nous y arriverons. Parce que le projet rapport mapping prévoit qu'il y aura des commissions, des experts qui devront être envoyés en République démocratique du Congo, de concert avec notre gouvernement,
pour mener maintenant les véritables enquêtes. Parce que jusque-là, donc le projet a identifié des faits. Mais les enquêtes... Mais les véritables enquêtes devront être menées par des commissions. Et, à ce que nous sachions, le gouvernement avait demandé à ce que la communauté internationale qui avait pris cette initiative puisse aider notre gouvernement avec des moyens, de manière à ce que ces commissions d'experts soient mises sur pied et que l'on puisse arriver au final au rapport Mamping, qui devra vraiment identifier les faits, les auteurs, parce que jusque-là, il n'y a pas eu d'identification de manière individuelle. Il y a eu identification des faits sur base de ce projet et il fallait maintenant qu'il y ait un projet, donc plutôt qu'il y ait un rapport final. Et sur base de ce rapport, ensemble avec le gouvernement, des mécanismes devraient être mis en place pour chercher à voir comment la justice devra être rendue. Parce que cette justice qui devra être rendue à notre peuple, il y a par exemple des personnes, des auteurs présumés, des présumés auteurs, qui sont des indigents. Aujourd'hui, il peut s'agir des officiers militaires congolais, rwandais, ougandais, burundais, angolais, qui n'ont plus de moyens, mais qui ont commis des actes graves. Et dans l'esprit du rapport Mamping, il fallait qu'on puisse penser aussi à la réparation. La réparation, selon vous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire arrêter toutes les personnes... Non, s'il y a des personnes, des coupables, devant une juridiction, des personnes déclarées coupables, les victimes doivent être indemnisées. Si on a tué votre frère, tout ça, il y a des victimes. Vous savez comment on passe à l'indemnisation? On dit par exemple, vous êtes condamné à la réparation. Vous avez détruit telle maison, vous avez tué, vous êtes condamné à payer, un exemple, 300 000 $ aux victimes. Voilà, l'ensemble de tout cela doit se passer avec les Nations Unies. Au cas où le coupable qui fera la prison a des devoirs d'indemnisation, de réparer les préjudices commis. Si c'est un indigent, il y a des systèmes des Nations Unies qui permettent à ce que l'on passe à la réparation, à l'indemnisation. Et pour le moment, rien n'est fait jusque-là, parce que tous ces mécanismes-là n'existent pas encore, puisque d'abord, il n'y a pas encore un rapport final, et il n'y a pas encore des mécanismes qui sont mis en place. Ni des enquêtes qui ont été menées pour identifier les vrais auteurs. Il n'y a pas encore enquête parce qu'il n'y a pas encore un rapport Mamping. Alors, je défie qui pourrait détenir le rapport Mamping. Parce que ce qui est là, ce qui a été publié en 2010, c'est le projet, c'est dit dans le préambule. Et dans le projet, et là même dans sa conclusion, c'est clair, il est dit qu'on devra arriver à un rapport final. Et ce rapport vient sur base des enquêtes qui seront menées. Et c'est pour aider le gouvernement de la République à se réconcilier avec son peuple, à rendre la justice à son peuple et non à lui vendre du vent. C'est l'impression que nous avons. Nous y arriverons. Oui, nous sommes arrivés à lui vendre du vent. Ça devient intéressant. Alors, Roger Lumbala, le président coordonnateur de la base de la République, qui est votre chef, il a été arrêté en France par rapport à ces rapports Mapping. Quelle analyse, vous, personnellement, vous faites là-dessus? Je ne pas. Apparemment, vous niez qu'il n'a jamais existé. C'est vraiment de la diversion ou de la distraction. Diversion. Ça fait mal au cœur
Et quelquefois, ça crée la pitié quand on voit même des acteurs politiques applaudir dans le vide. On voit des ONG, des organisations... Sur base de rien. Sur base de rien, il y a du vent qui est vendu. Et puis, les gens applaudissent. Notre peuple a droit à la vérité, à un minimum de respect. Rien, je dis bien, rien n'est fait sur le cadre du rapport Mamping jusqu'à maintenant. Je souligne en fait, qui est même dit au point 69 du rapport Mamping, que le succès d'un nouveau mécanisme de vérité reste tributaire d'un engagement ferme que le gouvernement, plutôt un engagement ferme du gouvernement, de confronter le passé et de sa conviction que l'établissement de la vérité est une condition nécessaire à une transition paisible. Alors, si... vers un pays où règne la primauté du droit. S'il n'y a pas engagement, selon le projet qui a été publié, s'il n'y a pas engagement du gouvernement congolais, un engagement ferme, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement congolais décide que désormais nous recherchons tous les auteurs des crimes. Parce qu'on devra impliquer la communauté internationale, les conseils et partout. Parce que dans le même projet, il est fait mention d'un tribunal compétent qui devrait être créé. Parce que quand le tribunal compétent a compétence universelle, un tribunal à compétence universelle, pourquoi on a souhaité que ce soit à compétence universelle? C'est parce qu'il y a eu des armées étrangères qui sont arrivées. C'est un point très important. Très important. Oui, c'est très important. Mais répondez d'abord à cette question-là. Oui. Parce que Roger Lumbala a été interpellé, arrêté par le parquet antiterroriste de Paris. C'est là que je voudrais savoir, vous estimez que c'est une distraction et que ce parquet n'avait pas le droit d'appeler ou d'arrêter? C'est de la pure distraction et de la pure diversion. Parce que de un, le parquet, de la compétence du parquet antiterroriste, d'abord j'insiste, le parquet national antiterroriste de France. Il faut d'abord voir sa genèse. Ce parquet est créé ici en 2019. C'est parce qu'il fallait chercher des mécanismes pour lutter contre le terrorisme. Et des terroristes qui s'infiltrent en France. Et la France a créé un mécanisme de protection de son territoire contre les terroristes. Il crée un tribunal national qui n'a comme dimension d'exécution que la France. Parce que si un Rwandais ou un Ougandais a été tué ici au Congo, ce tribunal n'a pas le pouvoir de venir le chercher. Ah bon? Non. Il n'a aucun pouvoir. Aucun. Comment on veut vendre du vent au peuple congolais? C'est révoltant plutôt. Ce qui se passe maintenant, c'est révoltant. C'est une organisation. Un parquet antiterroriste, un parquet national, qui a aussi la compétence, bien sûr, de mettre la main sur tout terroriste qui peut se présenter sur le territoire français. Si la France a des informations que telle personne a un passé comme ça, il peut mettre la main pour essayer un peu de vérifier, puisqu'on ne veut pas que des terroristes arrivent en France. Alors, voilà un peu la compétence de ce parquet-là. Quel rapport il y a entre ce parquet et le tribunal compétent à compétence universelle qui a été évoqué dans le rapport Mamping, dans le projet du rapport Mamping? C'est pour cela que nous parlons de la diversion, où maintenant il y a du populisme, des gens, même des avocats respectueux, vous le voyez crier, et nous sentons réellement que nous avons un peuple à éduquer. Les Congolais doivent savoir que l'arrestation de M. Lumbala n'a rien à faire avec le rapport Mamping. Mais c'est ce qui est présenté sur C'est du vent, et c'est là où nous voyons le caractère
politique de la démarche. Ah, et là, vous voulez parler d'une arrestation politique? Non, non, j'ai dit, nous ne faisons qu'un constat. Un constat. Parce que je viens de vous présenter ici l'économie, même du rapport, dit rapport Mamping. Est-ce que le parquet de Paris, le parquet national, je souligne national, de Paris, est le tribunal compétent qui a été créé par les Nations Unies, initiateur du rapport Mamping, pour la recherche de tous les auteurs et des complices? Est-ce que c'est ce tribunal-là? La réponse c'est non. Non, à moins que quelqu'un d'autre nous prouve le contraire. La réponse c'est non. Il n'y a pas ce tribunal-là qui est créé. Et pourquoi vouloir nous distraire? Ceux qui nous ont tués en République démocratique du Congo, à l'Est, à Makobola, ceux qui ont tué à Kasika, ceux qui ont tué à Tingiting, ceux qui ont tué ailleurs, est-ce qu'ils ont même vocation d'aller un jour en France? Il y a ceux qui ne rêvent jamais à aller en France. Maintenant, on crée l'impunité pour eux. Comment puis-je applaudir, intellectuels que nous sommes, à produire une telle bassesse, une telle distraction? Nous pensons plutôt qu'il y a des lobbies internationaux. Lobbies internationaux. Il y a des lobbies internationaux qui ont des intérêts et qui chercheraient à cacher les véritables auteurs. Nous disons non. Il y a eu des millions de morts. Les Congolais doivent se mettre debout pour dire non. Il y a eu des milliers, des millions de morts. Et nous devons créer un tribunal international. Des morts. Et les acteurs ne sont pas seulement congolais. Les acteurs sont dans la région. Et comment est-ce que certains lobbies veulent nous vendre du vent en couvrant les acteurs régionaux qui ont peut-être une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Alors, selon vous, s'il fallait commencer à rechercher tous les auteurs qui ont commis des crimes en République démocratique du Congo, on devrait commencer par où? On devait d'abord commencer par la création du tribunal compétent qui a été évoqué dans le rapport Mamping, qu'on ne cherche pas à nous distraire. On devait commencer par là. Qui n'est pas encore mis en place. Et maintenant, j'ai même suivi une déclaration d'un acteur politique qui dit que non, si chaque pays pouvait... Nous sommes dans quoi finalement, Congolais? En relation internationale, il n'existe que des relations d'intérêt. Si l'on donne à chaque pays de pouvoir faire ce qu'il peut faire, chaque pays va le faire selon ses intérêts, en protégeant ses intérêts. Ce n'est pas cette justice-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une justice qui a été établie par un tribunal, qui a été dite par un tribunal compétent dans l'esprit du projet du rapport Mamping. Parce que ce tribunal-là, compétent, permettrait à ce que l'on puisse mettre la main ou interpeller des personnes se trouvant sur d'autres territoires. Même des personnes qui ne peuvent même pas arriver en France. En France. Voilà. Donc vous estimez que ce parquet français antiterroriste, voulais-je dire, s'il faut arrêter quelqu'un, il faut seulement la personne qui se présente sur son propre territoire. Donc ce qui fait que 95%, donc de 80% des présumés auteurs seront dans l'impunité. Parce que je ne les vois pas arriver en France. Je ne les vois pas arriver en France. Et nous sommes dans quoi, peuple congolais? Nous sommes dans quoi? Un minimum de respect. Alors, à notre... Qu'est-ce qui devra être fait pour apaiser les esprits des Congolais, ou encore pour éviter cette impunité dont vous venez d'évoquer là? Qu'est-ce qui devra être fait par rapport aux crimes? Parce que ce qui est vrai, il y a eu des crimes qui ont été commis sur le territoire congolais. Nous pensons, et c'est un appel même que nous lançons au gouvernement congolais, de ne pas se laisser piéger. Le peuple congolais a besoin
de la justice, il y a eu des millions de morts. Et une justice, une véritable justice équitable, une justice capable d'interpeller tous les acteurs régionaux, voire internationaux, qui ont une certaine responsabilité, même intellectuelle, que tout le monde soit rappelé. Et nous pensons que le gouvernement congolais doit dire de manière claire à son homologue français que nous regrettons le fait que, le parquet ait soulevé le rapport Mamping, alors que ce parquet n'a pas la compétence requise pour se saisir des dossiers concernant le rapport tel que conçu par les Nations Unies et soutenu par la République démocratique du Congo, qui voudrait réellement que la vraie justice soit dite, que ce n'est pas à ce tribunal de prendre acte ou d'ouvrir des enquêtes dans le cadre du rapport Mamping. C'est vrai, il y a des terroristes qui sont recherchés. On peut mettre la main sur eux, mais dans le cadre du rapport Mamping, tel que cela est ressorti dans le communiqué du parquet antiterroriste français, le gouvernement de la République, nous vous supplions, Excellence, Monsieur le Président, de ne pas tomber dans le piège des lobbies internationaux qui défendent leurs intérêts, de dire de manière polie à notre homologue et partenaire français que la République démocratique du Congo a besoin de la véritable justice, et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait un tribunal compétent qui devra prendre tous les dossiers des présumés auteurs afin que justice soit rendue à notre peuple dans le cadre de la réconciliation nationale. Dans le cadre de la réconciliation nationale, chers téléspectateurs, nous vous signalons que sur ce plateau, nous recevons Serge Kambassou Ngueve. Il est un ancien gouverneur du Nord Kivu bis. C'était à l'époque du RCD KML, vers les années 2002 et 2004. Il est aussi porte-parole de la base de la République. Nous sommes en train de parler du rapport Mamping. Pour ceux-là qui parlent du rapport Mamping, selon les porte-parole de la base de la République, il n'y a jamais eu un quelconque rapport du soi-disant mapping, non. Mais tout simplement, il s'agit d'un projet du rapport. Et selon lui, sur base, on ne peut pas arrêter Roger Lumbala sur base plutôt d'un projet de soi-disant rapport mapping. Et selon lui, il estime que c'est une simple distraction. Mais nous voudrons savoir, est-ce que lorsque on arrête aujourd'hui Roger Lumbala, qu'est-ce que les mécanismes que vous avez déjà mis en place pour sa libération? Les mécanismes mis en place se cadrent dans le respect même de l'instruction que nous ne devons pas devoir dévoiler. Mais je pense que des démarches sont menées à tous les niveaux et que le message que nous sommes en train de vous donner ici passe très facilement au niveau de toutes les chancelleries, même au niveau de la région de Grand Lac, parce que les dossiers ici du rapport Mamping, comme je l'ai souligné, ne concernent pas seulement la République démocratique du Congo, mais de tous les pays de la région qui se sont retrouvés, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, donc tout le monde est debout, parce que il s'agit de la justice. Et certains acteurs politiques même qui ont géré les pays en son temps. En son temps, ils sont là. C'est un peu compliqué. Nous avons même des héros. Notre héros national, Mouzé
Kabila, qui a géré durant cette période-là. Et il y a même des griefs pour lesquels il devait... Mais c'est un héros national. Et donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, beaucoup de vérités qui doivent ressortir pour que la vraie justice soit rendue. Donc, quand on va parler de Makobola ou de Tingi Tingi, qui va en répondre? Parce que ce sont les alliés qui étaient là, donc des alliés de l'armée rwandaise et des Congolais qui étaient ici au pouvoir et qui sont encore même au pouvoir, qui ont un peu ils ont de l'influence sur le pouvoir. Donc, c'est un ensemble qui doit se passer dans la vérité. C'est pour ça que je voudrais terminer en disant ceci, ou bien s'il y a d'autres questions, nous sommes prêts à pouvoir y répondre. Oui, parce que est-ce que le gouvernement congolais a déjà pris cet engagement formel devoir déclencher les poursuites sur base du rapport Mamping? Ça, c'est une question que vous posez au gouvernement. Non, c'est la question que je pose à tout le monde. Puisque le rapport Mamping dit de manière claire que s'il n'y a pas cette volonté-là, même l'effort de la société civile ou de la communauté internationale, c'est inutile. C'est inutile. C'est ce qui est dit dans ce rapport. C'est inutile. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà lancé un mandat dans un cadre juridique bien déterminé, donc à travers un tribunal bien déterminé, pour qu'on le recherche avec les soutiens des Nations Unies? Tous les auteurs de crimes, c'est une question que nous nous posons. Y a-t-il déjà un rapport final, dit rapport Mapping, pour que tout ce processus soit déclenché, soit engagé? Il y en a? Je ne sais pas. Y a-t-il déjà un mécanisme de vérité pour faire des recommandations sur des mesures de réparation et d'indemnisation? Quand nous disons on va rendre justice, il faut la réparation, il faut l'indemnisation des victimes. Comme le sait qu'en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de réparation. Il y a beaucoup de forfaits qui sont commis par même certains acteurs politiques, ceux qui gèrent le pays. Mais lorsqu'on parle de l'indemnisation, chose qui n'a jamais été faite. Justement, c'est pour cela que nous voulons que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que nous voulons ramener le rapport Mamping dans le cadre de la communauté internationale. Nous avons bien souligné que le secrétaire général des Nations Unies, c'est lui qui a entériné ce rapport-là. Voilà, ça c'était votre dernier mot, chers téléspectateurs. À la fin de cette émission, 4 vérités. 4 vérités. Aujourd'hui, nous avons parlé spécialement du rapport Mapping. Vous avez suivi Serge Kambassou, qui était ancien gouverneur du Nord Kivu, vice-gouverneur, je voulais dire, du Nord Kivu pendant cette période de 2002 et 2004, qui a donné sa version. Il dit qu'il n'a jamais existé un soi-disant rapport. Si vous avez un rapport Mapping, la RLTV est là, vous pouvez venir, nous allons vous recevoir dans le cadre de cette émission 4 vérités pour dire rien d'autre que la vérité. Et lui, il parle jusque-là d'un projet. Un projet, et que si on ne peut pas se saisir du dossier de quelqu'un alors qu'il s'agissait d'un projet, et de ça, dans ce projet, il n'y a jamais eu des enquêtes qui ont été menées pour qu'on arrive à arrêter Roger Lumbala. Et même si il faudra commencer, il y a aussi les pays voisins qui sont impliqués, les pays de la région, de la sous-région qui sont impliqués dans ce projet de rapport Mapping. Alors, on voit mal qu'aujourd'hui, Roger Lumbala se retrouve devant le tribunal français. Et alors, c'est qui étonne. Voilà, c'était votre émission 4 vérités. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je crois que les prochains numéros, c'est d'ici là. Portez-vous chez vous. Portez-vous bien chez vous et bonne année à toutes et à tous. Merci. Et pour le capitaliste, parce que je suis opportuniste.